Très bien. Donc pour les médecins, on va vous poser une question. Selon vous, qu'est-ce qui vous stimule à étudier le système immunitaire? Pourquoi? Quel est l'intérêt d'étudier le système immunitaire? Généralement, en psychologie, on est, donc si on répond à cette question, pourquoi étudier le système immunitaire? Pardon, parce que je sais. Donc, à première vue, qu'est-ce qui attire un être humain? On va réduire cette question à une question très simple. Qu'est-ce qui stimule quelqu'un à étudier le système immunitaire? Pour répondre à cette question, on va la simplifier. Qu'est-ce qui stimule un être humain? Généralement, soit l'argent, soit les femmes. N'est-ce pas? Donc, si c'est pour l'argent, je vous garantis que le salaire d'un émougiste aux États-Unis, c'est-à-dire dans un an, c'est à peu près 160 000 $. Ok? À peu près. Donc, pour atteindre à peu près $1 million, il lui faut 7 ans, 8 ans. Et généralement, un cardiologue, il peut avoir aux États-Unis un cardiologue, $1 million pour 1 an et demi. Donc, l'argent, ce n'est pas vraiment une raison pour utiliser le système. Donc, la deuxième raison, c'est les femmes. N'est-ce pas? Et quand on voit donc le modèle de femmes immunologistes, généralement, on pense à la série de Dr House. N'est-ce pas? Et quand on voit à la série de Dr House, on voit l'immunologiste, c'est l'actrice la plus belle de la série, qui est Alison Cameron. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien d'elle. Si vous connaissez la série de Dr House, et vous avez vu Cameron, c'est la plus belle de la série. Mais malheureusement, elle n'est pas une vraie immunologiste. Donc, c'est ni l'argent, ni les femmes qui peuvent nous pousser à étudier le système immunitaire. Et pour répondre à cette question, et généralement comme toutes les sciences, on n'a pas une réponse à une question. On répond à une question par une autre question. On va fragmenter la question en plusieurs questions. On essaie de répondre à ces différentes questions par différentes manières, ensuite rassembler à la fin un modèle proposant une réponse. Est-ce que vous vous suivez? Donc, quand on parle de sanitaire, généralement, sanitaire, qu'est-ce qu'il fait? La défense de l'organisme. Cette définition est fausse. Quand on dit que le système immunitaire assure la défense de l'organisme, elle est plus ou moins fausse. Parce que est-ce qu'on peut réduire ce rôle à uniquement une défense? Qu'est-ce qui élimine les cellules en fin de vie de notre organisme? La peau, par exemple, se renouvelle chaque 4 semaines. L'estomac chaque mois. Le foie, on se renouvelle généralement une fois par an. Et qu'est-ce qui élimine ce qui permet ce nettoyage du corps? C'est quoi? C'est le système immunitaire. Donc il y a la fonction de l'homéostasie. Deuxième point, dans le cancer, on a tous des cellules cancéreuses dans notre organisme. Qu'est-ce qui les élimine? C'est le système immunitaire. Il assure l'intégrité de l'organisme. Donc la première fonction du système immunitaire, c'est assurer la cohérence du fonctionnement de l'organisme et son intégrité en cas de danger. Exemple, les maladies infectieuses, c'est-à-dire la défense ne fait qu'une partie de ce point principal qui est l'homéostasie et l'intégrité et la cohérence de l'organisme. C'est pour ça quand on suit, donc, pour répondre à cette question, on va poser une autre question qui est quelles sont les dangers majeurs de l'humanité qu'on a connus? C'est les épidémies. Donc, quelles sont les grandes épidémies du monde? Quelle connue du monde? Exemple? La grippe espagnole était en 1918. Donc, vous êtes toujours dans l'approche défense, c'est-à-dire toujours dans l'approche maladie infectieuse. Quand on prend les maladies infectieuses, généralement, les maladies infectieuses, est-ce que la fin du XXe siècle, le dernier siècle,
les grandes épidémies, ou bien notre siècle, le début de ce siècle, sont les maladies infectieuses. Quelles sont les épidémies, les grandes épidémies de ces 2 dernières décennies, par exemple, de ces 3 dernières décennies? Avant le cancer, il y a autre chose. Cardiovasculaire. Cardiovasculaire, c'est quoi? La plaque d'Athèron, qui fait les maladies cardiovasculaires. C'est quoi comme à l'échelle cellulaire? Parce qu'on va essayer de voyager du symptôme. On a une maladie, le maladie vient, il a des symptômes. C'est le motif de la consultation. Mais ces symptômes sont générés par quoi? Par des lésions tissulaires qui ont précédé ces symptômes. Et ces lésions tissulaires étaient précédées, si je fais, c'est-à-dire en fonction du temps, étaient précédées. C'est pour ça qu'on demande, quand on a un symptôme, on a des lésions tissulaires. L'exploration, c'est quoi? Soit l'imagerie, soit anapathie. Sinon, on va aller un peu plus profondément. Avant, les lésions tissulaires étaient des lésions cellulaires. C'est pour ça qu'on va vers tout ce qui est biologie cellulaire. Maintenant, avant la cellulaire, c'était une anomalie moléculaire. Et c'est pour cela qu'on, dans l'exploration, on va vers la médecine de précision, vers tout ce qui est moléculaire. Donc, les grandes épidémies sont les maladies allergiques et inflammatoires. Il n'y a pas une femme où on n'a pas un membre qui est allergique ou qui a une maladie inflammatoire. Donc, si je divise, donc je vais prendre les maladies infectieuses, c'est le 19e siècle. Okay. Je prends le 20e siècle. C'est les maladies allergiques. Et inflammatoires. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes en train de. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Hein? Vous préférez le tatachement? Non. On continue comme ça? Très bien. Donc, on est en train toujours d'essayer de répondre pourquoi étudier ces maladies. Donc, on va prendre ces maladies allergiques. On sait qu'actuellement, dans le monde, sur 5 humains, il y a au moins un qui est allergique. Pourquoi? Ben, vous voyez que c'est un enchaînement de questions. On est en train de fragmenter la question, de questions, cette question-là pour essayer de répondre à la question principale. C'est ça l'approche scientifique. Okay? Donc, selon vous, comment peut-on répondre? Qu'est-ce qui s'est passé que l'humanité est passée? Il y a son unité, il y a cet organisme qui était, c'est-à-dire la cible des agents infectieux devient la cible de son propre système immunitaire. Donc c'est ça la grande question. Pourquoi étudier le système immunitaire? Parce que tout simplement, on est en transition de santé publique où le système immunitaire commence à attaquer nos propres tissus ou bien des protéines qui sont inoffensives des allergies, parce que le système immunitaire attaque, fait des réponses contre des allergènes, et c'est quoi ces allergènes qui sont tolérés par les autres. Donc c'est des antigènes inoffensifs. Alors que normalement sa fonction était de protéger l'organisme. Donc, pour répondre à cette question, on va aller vers la mère, la maman de la médecine, qui est l'épidémiologie. Et quand on analyse, donc quand on prend les graphes épidémiologiques, donc à partir des années 50, parce que le premier prédateur de l'homme, ce n'est pas les agents infectieux, c'est l'homme lui-même. C'est pour ça que je commence à partir des années 50, parce qu'avant les années 50, qu'est-ce qu'il y avait? La Deuxième Guerre mondiale. Il y avait beaucoup de victimes que des maladies infectieuses. Donc l'homme, c'est le premier prédateur de l'homme. Mais quand on analyse les données dans les années 60, 70, 90, 2000 et 2010, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans les années 70, on a eu une diminution à 100%, des maladies dans l'incidence. Ça, c'est l'incidence. 50%. Par exemple, la rubéole, les maladies infectieuses. Il y a eu une diminution de l'incidence de ces maladies infectieuses. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Oui. J'espère que ce n'est pas Michel. Hein? Il y a eu une diminution dans les années 60-80 à peu près aussi. Les oreilles. La tuberculose aussi, à 50%. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y avait la diminution des maladies infectieuses.
Mais si je reprends ce graphe avec cette même période, pour les maladies allergiques et inflammatoires, qu'est-ce que je retrouve? On va la dessiner. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000 et 2010. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que, à partir des années 50, il y a eu une augmentation d'incidence de la sclérose en plaques à 400%. C'est une maladie auto-immune qui attaque le système nerveux central. Vous la connaissez, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. Le diagnostic, il est divisé en deux. Soit c'est-à-dire il faut l'IRM, il faut l'inhiber. Et dans les années 60, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'incidence également de la maladie de Crohn, qui est une maladie auto-immune qui attaque. Exactement. Et dans les années 60, dans les années 80, il y a eu une augmentation au bout de quelques années, de façon vertigineuse, de l'asthme. Ok? Et à partir des années 2000 aux États-Unis, on constate les anaphylaxies. C'est-à-dire des chocs anaphylactiques en préscolaire, surtout les allergies alimentaires dans les crèches. Donc, à première vue, en tant que postgradué, ce qu'on vous demande, c'est pas, vous n'êtes plus en graduation, c'est l'esprit de synthèse et d'analyse. Selon vous, quelle est la lecture de ces deux graphes? Ces deux graphes ont été publiés par Nejm en 2000. Okay? Vous connaissez Nejm? C'est la référence New England Journal of Medicine. Okay? C'est la référence dans les essais cliniques. C'est-à-dire n'importe quel médicament qui est en phase terminale, c'est-à-dire avant l'approbation, il est généralement publié dans le journal Nature. C'est un journal de référence, en tout cas en immuno, en cardio, etc. À première vue, qu'est-ce que vous constatez? Comme si, selon vous, ici, interactif, selon vous. Des réactions croisées. Si c'était des réactions croisées, est-ce que le fait que l'incidence a diminué, on a une augmentation, la réaction croisée, c'est on a augmentation des maladies infectieuses et augmentation. C'est à ce moment-là qu'il y a des réactions croisées. Un remplacement des maladies infectieuses par des maladies allergiques. Un remplacement. Comme s'il y avait un remplacement. Mais c'est qui l'a remplacé? Comment ça a été remplacé? Le phénomène de remplacement, est-ce que c'est un phénomène spontané ou bien il faut le décortiquer, ce phénomène de remplacement? À première vue, on pense, ce qu'on peut penser, que avant les années 70, comme s'il y avait, parce que l'humanité avait des problèmes infectieux, comme si ces problèmes infectieux ont freiné le système immunitaire. Et quand on a commencé les campagnes de vaccination et d'antibiothérapie, et on a détruit ces microbes, le système immunitaire se n'est plus freiné et commence, dans l'humanité, à attaquer les humains. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, pour essayer de répondre à cette question qui est un peu bizarre, un peu compliquée, on va aller vers le 19e siècle. On va voir comment les maladies infectieuses tuaient les gens. Et on va prendre par exemple deux familles chez lesquelles on a eu des morts par maladie infectieuse. Donc, la première famille, on va prendre la famille du Pasteur lui-même. Louis Pasteur, c'est lui qui a développé le premier vaccin, le vaccin anti-rabique. Vous le connaissez? Parce que le premier vaccin, on va voir dans l'histoire de l'immunologie, c'était les musulmans qui ont développé la première campagne de vaccination et qui était c'est-à-dire considérée réellement par le gouvernement, surtout la période ottomane. Et ensuite, comment cette valorisation de la vaccination a été introduite en Europe grâce à une femme, on va la voir, contre la variole. On va la voir. C'était le premier vaccin. Mais dans l'histoire, puisque l'histoire, ce qu'on enseigne dans les facultés en Occident, on essaie généralement de ne pas citer ces arabo-musulmans. Okay? Mais nous, par correction vis-à-vis de l'histoire de la science, pas parce que nous avons des origines turques ou arabes, parce que vis-à-vis de la science, on doit être correct. Donc, si je prends l'arbre généalogique de Pasteur, de la famille Pasteur, comment appelle-t-on
Cet arbre généalogique scientifique, si je prends la réponse, Pasteur, donc, est devenu Louis. C'est un Français. Il va se marier avec qui? Selon vous, une Française. Et généralement, dans les Françaises, le prénom le plus fréquent, c'est Marie. Donc, c'est Marie. Okay. Bien sûr, c'était en 1802, et celle-là était en 1810. Donc, entendons-nous cet argent, comment on l'appelle en science, en médecine, cet argent génétique? Quand on analyse les maladies, on fait ce schéma. On appelle ça le pédigré. Donc la famille, les pasteurs, donc on dit pasteur, S, pasteur, pédigré. Donc celle-là, c'est pasteur pédigré, c'est le pédigré. Scientifiquement, on l'appelle pédigré. Pasteur, malheureusement, il a perdu 3 filles. Ok? Dans les années 40-50. Pas de maladies infectieuses. On va prendre une autre famille. Ok? On va prendre celle de Darwin. On a appris en français, on va prendre en anglais. Ok? Donc, comment on appelle l'arbre génétique? Le pédigré. Donc, on va prendre Darwin, Z, pédigré. Ok? Donc, puis c'est un anglais. Donc, son prénom doit être Charles. Parce qu'il donne souvent le prénom Charles. Et bien sûr, puisque les Anglais sont très conservateurs, ils les obligent à se marier avec leur cousine. Donc, il y a un lien de consanguinité. Donc, on met le deuxième tri. Bien sûr, avec sa femme. Et puis, c'est une femme anglaise. Donc, c'est Eva. Comment c'est Eva. Donc, c'était en 1809. Qui ont donné 11 enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ils ont perdu 2 filles. Ils ont perdu 2 filles. Ok? Pardon. 2 filles et un garçon. Selon vous, si c'est réellement les maladies infectieuses, on est en train d'essayer d'analyser les choses. Pourquoi étudier ce système immunitaire? Si c'est réellement les maladies infectieuses qui tuaient les enfants de Pasteur et de Darwin, est-ce qu'on aura uniquement 3 sur 5 et 2, pardon, ça c'est 2 filles. Je vais lire l'histoire de la famille Darwin. Je deviens vivant, je check. Je vois. Voilà l'erreur, c'est que une fille, une garçon. En tout cas, peu importe. Selon vous, si réellement les maladies infectieuses qui tuaient les enfants de Pasteur et Darwin, est-ce qu'on obtient des pédigrés comme ça? Non. On obtient quoi? La totalité. La totalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'étaient pas les microbes qui tuaient. C'était quelque chose. Et cette chose, on va la définir par donc, X, on ne la connaît pas, qui résulte de l'interaction entre, parce que c'est une vitalité un peu freinée par les maladies infectieuses, donc ici, ce qui tuait, c'était l'interaction entre le système immunitaire et les maladies infectieuses. Et c'est à ce moment-là qu'on a développé la théorie ici du microbiote. Vous connaissez la théorie du microbiote? La théorie du microbiote. Et cette théorie a donné naissance à la théorie hygiéniste. Est-ce que vous connaissez la théorie hygiéniste? On va la voir. Est-ce qu'on t'a donné rien de... On essaie de deviner. Oui, oui, c'est ça, c'est pas deviner. Maintenant, vous n'êtes plus gradué. Vous êtes post-gradué.
Et quand on dit post-gradué, ça veut dire que vous pouvez apporter des solutions scientifiques à des problèmes que personne n'a pensé à. Et comment? C'est en apprenant comment analyser la problématique et comment poser. Parce que la vraie science, c'est pas celle qui permet à l'étudiant, la vraie éducation, c'est pas celle qui permet à l'étudiant de donner des solutions. Non, qui permet à l'étudiant de poser des questions. Isaac Newton, s'il n'a pas posé la bonne question, pourquoi cette pompe est tombée, on n'aurait jamais développé la physique. Ce n'était pas les solutions, les réponses, c'était les questions. Ça veut dire apprendre à poser des questions. C'est pour ça que je refuse d'utiliser les data shows. C'est pour cette raison. On pose la question. Ok? Donc, maintenant, ici, les gens vont penser que c'est parce que c'est héréditaire. Il y avait quelque chose de récessif, je ne sais pas, qui a permis à ces enfants d'avoir une tare comme ça, une mutation. Parce qu'à ce moment-là, on va penser à autre chose, ce qu'on appelle toujours les modèles, c'est les jumeaux monozygotes. Vous connaissez les jumeaux monozygotes? Les jumeaux, donc ça c'est le premier point, ça c'est le deuxième point. Et on va utiliser un troisième point. Donc ces deux points nous ont permis d'avoir cette notion de la théorie microbiote, la théorie hygiéniste. Donc, pour répondre à cette question, on a essayé de décortiquer les problèmes en trois parties. On va prendre les jumeaux. Monozygotes. Les jumeaux monozygotes généralement dérivent du même c'est le monument. Donc, qui se scinde en deux, après 3 jours de la fécondation. Okay. Et généralement, chez les jumeaux monozygotes, quand on voit les maladies inflammatoires et allergiques, par exemple, on va prendre les maladies inflammatoires. À titre d'exemple, on va prendre un exemple, toujours il faut illustrer. On va prendre la maladie cœliaque. Vous connaissez la maladie cœliaque? La maladie cœliaque. Ou bien n'importe quelle maladie. La maladie cœliaque, on dit la concordance. C'est-à-dire quand on dit jumeaux monozygotes, ils ont le même patrimoine génétique et ils sont dans le même environnement, exposés au même environnement, avec le même patrimoine génétique, mais quand on va chercher la concordance, ce qu'on appelle la concordance, vous connaissez ce paramètre? La concordance. La concordance dans la maladie cœliaque chez les jumeaux monozygotes, elle est à 30%. C'est-à-dire, si vous avez la cœliaque, c'est-à-dire 2 jumeaux, c'est-à-dire on a des jumeaux monozygotes, si un a la maladie cœliaque, l'autre a uniquement 30% de chance, malgré qu'ils partagent le même environnement et le même patrimoine génétique. C'est-à-dire cette concordance n'atteint jamais 100%. Ok? Jamais 100%. Et généralement, l'erreur que beaucoup de scientifiques font, les congrès quand ils communiquent, ils disent tiens, l'argument que la cœliaque, par exemple, a un fond génétique, c'est que la concordance est de 30%. C'est contre la théorie génétique. Parce que si c'était vrai, comme vous avez dit par rapport à l'environnement, si c'était vrai, c'était 100%. N'est-ce pas? Et à ce niveau-là, la même chose, si c'était vrai, ça devrait être 100%. Ok? Et c'est pour ça qu'on a développé une autre théorie, c'est la théorie de l'épigénétique. C'est-à-dire que ce n'est pas le gène qui porte l'information, ce n'est pas l'environnement qui dicte l'information, c'est l'interaction entre l'environnement et la génétique qui fait l'épigénétique. Ok? L'épigénétique. Ok? Est-ce que vous avez des idées plus claires? L'Aïd? Sûr? Est-ce que c'est intéressant ou pas très intéressant? C'est intéressant. Donc, ça c'est juste pour vous dire pourquoi utiliser le système militaire, parce qu'on est dans une impasse scientifique. On n'arrive pas à expliquer ce qui se passe à l'humanité.
Donc il y a, à l'issue de cette formation minimum, il y aura des médecins qui vont prendre soin des patients grâce à ces notions. Il y aura des médecins chercheurs qui vont essayer de développer. Donc il y a les médecins chercheurs, les pharmaciens des chercheurs qui vont essayer de développer des solutions à des problèmes que l'humanité rencontre. Parce qu'on ne sait rien du système immunitaire. C'est vrai, on a une science qui s'appelle l'immunologie, mais on ne sait rien de cette immunologie. Ce qu'on doit savoir, c'est comment poser les questions et cette chaîne de questionnement dans une approche logique. Ok? Je peux effacer? Si vous voulez prendre des photos, au lieu d'écrire, prenez des photos, c'est bien. Ok? Vous avez le taux, vous avez le taux, ne vous inquiétez pas. Ok? C'est bon. Allez, je vais donc on va passer à la deuxième question, qui est comment. On va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? Donc, maintenant, on sait pourquoi étudier ce niveau. Mais maintenant, comment l'étudier? Voilà, on veut l'étudier. Bon, il y a des choses qui sont intéressantes, mais comment l'étudier? Et ça, notre deuxième question, c'est que comment étudier le système immunitaire? Selon vous, comment peut-on étudier le système immunitaire? Quelle est la première phrase, le premier mot qui vient à l'esprit quand on dit comment étudier une science? Les exemples. Et ces exemples, on les prend comme quoi? Il y a un mot scientifique plus comme exploration, exemple, mais il y a un mot qui rassemble toutes ces notions. L'expérience, exemple, exploration, il y a un mot qui les englobe. La recherche, il y a un mot qui les englobe. Un mot générique. C'est l'utilisation des modèles. C'est quoi ces modèles? Donc on distingue plusieurs modèles. On commence par un modèle, comme nous en Algérie, parce qu'on n'a pas assez de moyens, on commence par le modèle théorique. Okay? Les modèles théoriques. Modèle théorique. Je vais vous donner un petit exemple du modèle théorique. Vous connaissez, vous êtes au courant qu'on est actuellement que la pharmacie est en train de passer de la pharmacie chimique à la pharmacie ciblée, la biopharmacie. C'est-à-dire on fabriquait des molécules à partir de la synthèse chimique qu'on peut facilement la copier et la fabriquer. Maintenant, non, on fabrique des médicaments à partir du vivant. Et c'est à ce moment-là qu'on n'arrive pas. Parce que si je fabrique un médicament à partir de vivant, et la licence, donc le brevet, c'est-à-dire mon invention, tant dans le domaine public, et les Mexicains, et l'Inde, la Chine, peuvent la copier, n'arrivent pas à la copier. Parce que la cellule mère qui produit le médicament, je la possède, je ne peux pas la partager. C'est-à-dire c'est le concept qui est devenu, qui n'est plus protégé par le brevet. Donc c'est pour ça que l'Inde, la Chine et le Mexique doivent faire quoi? Refaire les études et générer leurs propres cellules qui fabriquent les médicaments. Et c'est pour cela que dans la chimie, on dit générique, mais dans le biopharmacie, on dit biosimilaire, qui n'est pas générique. Ok? Donc, généralement, qu'est-ce que vous connaissez comme biopharmacie? En immuno, dans le domaine de l'immuno. Les anticorps monoclonaux. Très bien. Donc on est en train d'utiliser les anticorps monoclonaux. À titre d'exemple, on va prendre l'exemple anti-TNF-alpha. Vous le connaissez? Anti-TNF-alpha. Donc la science de l'immunologie, la science de l'immunité nous a permis de comprendre que certaines maladies inflammatoires sont médiées. Il y a donc des taux élevés de cette cytokine et on a développé des approches pour la neutraliser par des anticorps et les faire
qu'il irait ce complexe cytokine anticorps qu'il irait dans le système réticulant de l'organisme, de telle sorte que cette cytokine n'atteigne pas sa cible et provoque de l'inflammation, c'est-à-dire la maladie. Très bien. Mais si je vous pose une question en tant que chercheur, comment peut-on calculer la dose à injecter chez le patient? Par tâtonnement. Maintenant, il y a, c'est vrai, on peut utiliser le tâtonnement. Le tâtonnement, c'est-à-dire on essaye plusieurs fois. Ça, c'est pas très scientifique. C'est scientifique, mais pas très scientifique. On doit utiliser les connaissances qu'on a. Et c'est ça le but de ce cours d'immuno. C'est pas de vous donner des notions d'immuno. Non. L'immuno, personne ne sait enseigner l'immuno. Je vous le garantis. La référence aux États-Unis, Aboul Abbas, le professeur Aboul Abbas qui était à Harvard et maintenant il est en Californie, toujours dit dans son livre, il a le plus grand livre d'immuno, didactique, il est très bien fait, il dit qu'on n'arrive pas à enseigner l'immuno. Parce que c'est un domaine qui évolue très rapidement. Et c'est quoi l'alternative? C'est de stimuler l'étudiant à développer lui-même cette science chez lui. Parce que réellement, l'immunologie n'est que la projection des scientifiques sur ce que le gars a créé. C'est-à-dire sur ce que le scientifique observe. Okay? Donc on peut refaire ce processus par, comme on dit dans le domaine de la pharmacie, le reverse engineering, c'est-à-dire l'étudiant, c'est lui qui va essayer de développer ces modèles. Est-ce que vous êtes... je vais comme... Hein? Très bien. Donc, on va essayer de prendre cet exemple. Donc j'ai la cytokine TNF, alpha, et j'ai mon anticorps. Quand j'injecte au patient l'anticorps, il va neutraliser sa cible. Ce complexe anticorps-antigène va être éliminé par le système immunitaire et cette cytokine ne va pas atteindre sa cible. Donc, je vais diminuer l'inflammation et les symptômes en conséquence. Donc, ça c'est quoi? C'est une réaction anticorps antigène. Donc, il y a un modèle très simple qui est développé il y a plus d'un siècle. On sait que la réponse, donc un anticorps plus antigène, donne un complexe anticorps antigène. N'est-ce pas? Donc l'anticorps s'associe, il y a une association pour donner ce complexe. Donc s'il y a une association, donc il y a un coefficient d'association. Association. Mais on sait que cette association n'est pas irréversible, elle n'est pas covalente, c'est juste une association d'affinité. En médecine, il y a au moins 3 systèmes d'affinité. Il y a enzyme, substrat, il se détache, ce n'est pas covalent. Il y a ligand, récepteur, dont le signal peut se détacher. Il y a anticorps, antigène. Donc, ça veut dire quoi? Que ce complexe a un nombre, c'est les moles, le nombre de moles. Donc, la concentration en médecine, on l'appelle mol. Okay? Le nombre de moles qui dépasse un certain seuil, on peut avoir la réversibilité. C'est-à-dire que ce complexe va se dissocier en anticorps antigène. Donc, s'il se dissocie, donc j'ai un coefficient de dissociation. Est-ce que vous suivez? Donc, si je prends mon malade, qui a une maladie de Crohn, mon malade, il a la maladie de Crohn, Crohn's disease, okay, la maladie de Crohn. Est-ce que quand j'injecte le médicament, est-ce que je sais combien il a de TNF dans son organisme? Chaque malade, je sais que c'est élevé, mais chaque malade a un niveau. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends dans l'axe X, donc je ne sais pas. Le malade 1 a telle concentration, le malade B a telle concentration, etc. Et sans ça, je sais que c'est élevé. Et je vais injecter un médicament. Je vais injecter le médicament de la même manière chez tout le monde, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes vous êtes tombé dessus? Donc, si j'injecte l'anticorps, c'est une concentration qui est fixe. Elle n'est pas variable. N'est-ce pas? Non? À une concentration fixe. Je vais augmenter la concentration. L'essentiel que
le médicament, l'ampoule, contient une concentration fixe. Et je vais voir la formation de ce complexe. Donc, plus j'injecte, plus il y a la formation de ce complexe. Plus j'injecte, il y a des anticorps qui se fixent, des antigènes qui se fixent, donc de ce complexe, jusqu'à la formation, jusqu'à un maximum. Ok? Ensuite, ça c'est le coefficient d'association, mais quand je dépasse une certaine fourchette, j'aurai la dissociation. Et bien, toujours dans ce chapitre, comment on utilise les militaires? En utilisant des modèles. Et ce sont des modèles qui sont validés, mais quand on définit un modèle, le modèle par définition c'est quoi? Pourquoi on a choisi d'utiliser des modèles pour utiliser? C'est quoi un modèle? C'est une simulation. Mais est-ce que c'est une simulation de tous les phénomènes? C'est une simulation, très bien dit, mais le modèle, c'est le but du modèle, c'est quoi? C'est de faire abstraction aux interférences. On prend que le phénomène principal. On essaie de le modéliser. On fait beaucoup d'études sur la souris. La souris, les phénomènes de la souris sont très très différents de l'homme. Mais le phénomène étudié a une similitude. C'est pour ça qu'on fait la simulation. Ok? Donc, le modèle, c'est on réduit toutes les forces d'interférence, on garde le phénomène principal, et le but à l'issue du modèle, c'est quoi? Le but du modèle, c'est de prédire. J'ai un modèle ici, c'est ça le modèle. Donc, comment valider un modèle? Ça, c'est mon modèle. Comment je sais que mon modèle est validé? Que à chaque fois que je donne la même force ici, j'obtiens la même conséquence. Elle est ce qu'on appelle reproductible. Les résultats, donc ça c'est le input, et ça c'est l'output. C'est dans tous les domaines, y compris le management, la gestion. Toutes les sciences ont le même esprit. Ok? Donc le modèle, c'est quoi? C'est de réduire donc, mon phénomène à une échelle très simple en éliminant les interférences à condition, c'est-à-dire pour le valider, qu'il soit reproductible et qu'il peut prédire. C'est-à-dire, si j'utilise le modèle, ce modèle, et je vous dis que je vais ajouter telle force, vous pouvez calculer vous-même la conséquence. Est-ce que vous êtes. Est-ce que vous. Et voilà, ça, on peut rester n'importe quoi, ne vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est que. Parce qu'on ne sait faire que ce qu'on nous a appris à faire. Qu'est-ce que je à la tête? Donc là, on va utiliser un modèle pour étudier ces modèles. Le modèle, c'est quoi? Ici. C'est une réaction anticorps-antigène. Est-ce que vous croyez que dans l'organisme, quand j'injecte le médicament, il y aura uniquement anticorps-antigène? Il y aura l'activation du complément, il y aura la phagocytose. Donc, j'ai enlevé les phénomènes secondaires et j'ai gardé que cette réaction. Donc, je simplifie mon modèle. Mon modèle n'est pas exact à la réalité. N'est pas exact, mais il est proche de la réalité. Parce que exact à la réalité, je dois rajouter beaucoup de force ici. Par exemple, une fois l'anticorps se fixe sur l'antigène, il y aura activation du complément. Voilà, l'activation du complément va éliminer l'anticorps. Et je complexe ma théorie. Mon équation, je vais rajouter les équations différentielles d'ordre n, par exemple. Parce que, en tout cas, c'est pas très grave. Hein? Donc, on va prendre un exercice. Si j'injecte, si je vais arrêter l'injection à la moitié ici, je vais injecter la moitié de l'anticorps. Ok? Donc, si j'injecte, si j'injecte la moitié de l'anticorps, qu'est-ce qui se passe? Si j'injecte la moitié, ça veut dire tout ce que j'ai injecté de la forme incomplexe. C'est-à-dire que le nombre de mots, quand on dit concentration, c'est le nombre de mots. C'est-à-dire que le nombre de mots
l'anticorps que j'ai injecté, cette moitié, elle est prise dans le complexe humain. C'est-à-dire, c'est le même nombre que le complexe humain. N'est-ce pas? Donc, mon anticorps, la concentration de mon anticorps que j'ai, si j'injecte la moitié, bien sûr, égale la concentration de l'anticorps antigène. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Si j'injecte la moitié, ça veut dire quoi? Que toute cette moitié est prise dans un complexe. J'ai injecté 5 et il y a 5 antigènes. 5 anticorps, 5 antigènes. Combien j'ai de complexes humains anticorps-antigènes? 5. Donc j'aurai 5. Donc la concentration d'anticorps égale la concentration de... Voilà. Maintenant, à ce moment-là, je vais compliquer les choses. Si je prends que mon modèle, il est homogène. Si mon modèle est homogène, c'est-à-dire homogène, c'est-à-dire que j'ai un anticorps monoclonal, et c'est vrai, et que mon antigène c'est un octet, c'est-à-dire que mon anticorps fixe un seul antigène. Cette condition, on l'a c'est une donc pour passer à ce qu'on appelle la loi, je peux utiliser la loi d'action de masse. Pour utiliser la loi d'action de masse, je dois fixer des conditions. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien de la physique du lycée. Chaque fois de l'eau, c'est-à-dire donc c'est pas homogène. C'est quoi la loi d'action de masse? Elle dit quoi? Que l'affinité ou bien le constant d'équilibre, le K égale le KA sur KD, KA sur KD, est égal le nombre de moles du complexe humain sur le nombre de moles de l'anticorps fois le nombre de moles de l'antigène. Ça, c'est une loi. Ok? Maintenant, je suis dans la moitié et l'anticorps, le nombre d'anticorps égale le complexe humain. Ça, c'est une loi. Mais je vais remplacer. Donc, quand j'injecte la moitié, d'anticorps dans un milieu homogène, j'aurai K égale KA sur KD et égale ça, je le remplace par ça. Donc égale anticorps sur anticorps, nombre de moles, fois le nombre de moles d'antigènes. N'est-ce pas? Si vous vous rappelez des notions du lycée, on peut faire quoi? N'est-ce pas? Et on obtient quoi? K égale 1 sur la concentration de l'antigène. La concentration de l'antigène qui reste libre après que j'ai injecté la moitié. Parce que quand j'ai injecté la moitié, j'ai consommé des antigènes qui sont combinés, binding. Et ça, c'est ce qui reste libre. Donc ça veut dire, le cas ici, c'est l'affinité de la réaction. L'affinité entre anticorps et antigène, et c'est la norme de la constante d'équilibre. Ça sous-entend quoi? Pour répondre à la question, est-ce qu'on peut utiliser le tâtonnement? Je peux déduire la concentration d'antigène libre, okay, rien que par un modèle théorique, si je connais l'affinité entre le médicament et l'anticorps. Et c'est une réaction anticontigène valable dans tous les domaines. À titre d'exemple, si je prends en hémobiologie, on utilise la technologie de la cytométrie de flux. Vous la connaissez. Très bien. Donc la cytométrie, par exemple, la cytométrie de flux. Cytométrie, mesurer les cellules en flux. C'est-à-dire, on fait passer dans une solution de gain, cellule par cellule, et on a des lasers, donc il y a le side et le forme. Vous avez fait ça? Pas encore. En tout cas, oubliez ça. Dans la cytométrie de flux, c'est quoi cette cytométrie de flux? C'est qu'on prend des cellules
les cellules. Et on veut les identifier et les quantifier. Comment? Chaque cellule a une carte d'identité. C'est quoi cette carte d'identité? On appelle le CD. Cluster Differentiation. Donc, si je suis dans un lymphocyte B, sa carte d'identité c'est le CD20. Si je suis dans un lymphocyte T, sa carte d'identité c'est le CD3. Si je suis dans la cellule souche, dans la glande de la cellule souche, c'est un CD34+. Ok? Et dans la technologie de cytométrie de flux, pour identifier la cellule et la quantifier, je dois diriger un anticorps contre elle qui contient un fluorochrome, qui me donne le signal. Si je vous pose une question, en tant qu'hémobiologiste, vous êtes dans un, voilà, je suis par exemple dans le top de la médecine au monde, qui est aux États-Unis, Harvard Medical School, HMS. Et vous êtes dans mon colloque et je suis professeur en hémobiologie. Je le suis, hein, et je vous demande, voilà, vous êtes dans le colloque, je vais vous dire, voilà, tiens, on a identifié une nouvelle cellule, et son CD, c'est CD, je ne sais pas, X, et vous allez calculer combien de réactifs on doit injecter pour l'identifier. Vous allez utiliser ce modèle. Ce modèle est très simple, parce qu'il concerne un seul épitope. Mais la cellule, elle a plusieurs CD, ce CD, elle a une densité de CD. Vous allez compliquer l'équation. Un modèle de groupe. Ça, c'est le modèle simpliste de la réaction antiquantique. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on va prendre un deuxième modèle que vous connaissez. C'est le modèle, ça c'est le modèle donc anticorps-antigène. Je vais prendre un deuxième modèle que vous connaissez, c'est un peu. On sait que la réponse immune primaire, elle est essentiellement médiée par quoi? Par quel isotype? Par les IgM. Est-ce que vous avez d'accord? Tout le monde est d'accord? Ça, c'est la réponse primaire. Ça, c'est la concentration de l'anticorps. Et ça, c'est la fonction du temps. Ça, c'est la réponse primaire. Dans la réponse secondaire, j'aurai des IgM aussi, mais beaucoup d'IgG. Et ces IgG vont rester un peu longtemps dans l'organisme. Suivez. Quel est l'intérêt de ce modèle en médecine? L'une des applications de ce modèle en médecine, c'est quoi? Oui, mais il y a une autre qui est très très importante. C'est chez la femme enceinte. La toxoplasmose, très bien. Si ma patiente a des IgM antitoxo, ça veut dire qu'on est dans une réponse primaire, c'est-à-dire c'est une infection récente. Très bien, ça c'est secondaire. Maintenant, si ma patiente a des IgG et IgM, ça veut dire qu'on est dans le secondaire. Parce qu'il y a des IgG. Bien sûr, il y a des IgG. Je vais trouver des IgG dans la secondaire. Mais, donc ça sous-entend quoi? Qu'elle est on va simplifier. Si je trouve uniquement les IgG, ça veut dire qu'elle est ancienne. Ça, c'est l'approche simpliste de graduation. Maintenant, vous êtes en post-graduation. Il faut que les ménages, il faut les serrer. Supposons, on parle supposons que le prélèvement a été fait pas à ce niveau-là, mais à ce niveau-là. Autrement dit, si ma patiente a une troisième rencontre, un troisième contact avec ce virus, j'aurai quoi? J'aurai des IgG, n'est-ce pas? J'aurai des IgG, troisième. Mais j'ai les IgG du deuxième qui restent toujours. C'est l'affinité qui est L'affinité. différente. Est-ce que l'affinité ou l'avidité? Les deux. Je vais vous dire. C'est très bien, c'est bien de participer.
Donc, c'est avidité, affinité, il faut la maîtriser. C'est quoi avidité, c'est quoi affinité? Il faut savoir que dans la réponse tertiaire, ces anticorps sont générés par quoi? Par la mémoire immunologique, par les lymphocytes des mémoires. Parce que mon malade était déjà en contact avec ce germe. Donc, il y a dans son anticorps, par rapport au premier anticorps, il y avait beaucoup de mutations ici. Il y avait beaucoup de mutations par rapport à la première réponse. Et ces mutations ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté l'affinité. L'affinité à quoi? À l'antigène. Donc, dans le toxoplasme, qu'est-ce que je fais pour ces patients? Je fais le test d'avidité. Quand on trouve chez une femme enceinte les IgG, on demande directement à l'hôpital de nous faire le dosage par le test d'avidité. C'est quoi ce test d'avidité? Quand on dit affinité, c'est entre un paratope, c'est-à-dire un anticorps et un antigène. Mais l'affinité de l'avidité, c'est la somme de l'avidité. C'est ça l'avidité. C'est la somme d'affinité. Donc qu'est-ce que je fais? Le test, il consiste en quoi? Pourquoi je vous dis ça? Écoutez bien. Ça, c'est des notions qui sont utilisées dans un autre domaine que l'hémobiologie. Vous pouvez les utiliser. C'est un simple de la postgraduation, c'est quoi? C'est aboutir à l'innovation. À solutionner les problèmes. La solution des problèmes, c'est l'innovation même. Ok? C'est le test d'avidité. Ok? Pour vous dire que. Oui, bien sûr, ici. Pour vous dire que moi, je prends. Allez. Donc, vous voyez que quand on étudie l'immunologie, elle peut être simple, primaire, secondaire, donc, parce que l'infection est raison ou pas raison. On peut compliquer les choses encore et encore. On peut monter plusieurs raisonnements rien que sur ce modèle. Je vais vous dire un exemple. Ces IgM qu'on a détectés dans une réponse secondaire, on les a détectés comment? Par des techniques qu'on appelle les techniques ELISA. ELISA, c'est quoi? C'est un puits, comme ça. On fixe l'antigène du virus ou de la bactérie. Et on ramène le sérum, ça c'est l'antigène qui est déjà fixé, qu'on achète comme ça. C'est un kit de réactif. Donc c'est l'antigène. Je ramène le sérum de mon patient, je ne sais pas, est-ce qu'il a les anticorps ou pas. S'il n'a pas d'anticorps, ici on va dire, il a les anticorps, ici non. Ok? Ça c'est positif. On va dire que mon patient, ça c'est le premier patient. Et ça, c'est un patient qui n'a pas d'anticorps. Donc, si mon patient a des anticorps, ils vont être fixés. Et si n'a pas d'anticorps spécifique à l'antigène, ils ne vont pas être fixés. Donc, il n'a pas d'anticorps contre ça. Donc, il n'était pas en contact avec le gène. Donc, je crée ici. Quand je rajoute le conjugué, c'est-à-dire l'anticorps qui va me donner le signal, il va être fixé. Quand je fais un lavage, il reste fixé, il me donne le signal. Donc je sais que mon malade a des anticorps. Mais ici, quand je rajoute mon anticorps qui a le signal, et je lave, donc il va être. J'aurai rien. J'aurai un zéro dans le signal. Donc, ici, qui prouve que ces IgM sont des IgM? Parce que ces IgM, comment on les a détectés? Grâce à une technique ELISA. C'est-à-dire, on a pris un puits ELISA avec l'antigène. On a ramené le sérum du patient. S'il a des anticorps IgM, ils vont être fixés. Et s'ils sont fixés, on va dire comme ça, s'ils sont fixés, je rajoute, ce sont quoi? Des IgM, n'est-ce pas? Ça, c'est des IgM. Je rajoute quoi? Un conjugué qui me donne le signal. Comme ça, on va des médecins. Non. Parce que le révélateur, il doit être spécifique, anti-IgM.
باش نعرف لي سيت IgA. Ici, anti-IgG, باش نعرف لي IgG. باش نعرف que IgA autre chose. Deuxième conspicuité, anti-IgA. Ok? Maintenant, qui me prouve? Est-ce que vous connaissez le facteur rhumatoïde? Vous connaissez? Vous avez entendu le facteur? Le facteur rhumatoïde, c'est quoi? C'est une IgM anti-IgG. C'est ça le facteur rhumatoïde en dose de laboratoire. Et il est fréquent chez 25% de la population générale. Alors là, dans une infection, il augmente ce pourcentage. Donc, je peux avoir un IgG. Et ce que j'ai dosé ici, c'était un facteur rhumatoïde, IgM anti-IgG. Donc, qui prouve que ça, ce n'est pas un facteur rhumatoïde? Et je complique les choses. Ça, je sais que ça, vous ne pouvez pas le trouver dans un livre ou dans un cours, mais je vous montre comment compliquer, comment monter le savoir. Ok? Le facteur rhumatoïde est présent que chez les maladies auto-immunes. Excellent, c'est une très bonne question. Le facteur rhumatoïde. Je peux répondre à cette question par plusieurs questions. C'est limite, hein? Mais je vais répondre simplement en médecine. Le facteur rhumatoïde, c'est un anticorps IgA anti-IgG. Il peut être une IgA, l'essentiel anti-IgG. Peut-être IgM anti-IgG, ou bien IgG anti-IgG, ou bien IgA anti-IgG. Ok? Il est fréquent dans 25% des gens normaux. Dans l'hépatite C, il est fréquent à 75%. Mais dans le rhumatisme, on l'utilise à un certain seuil. Parce qu'un sujet sain, qu'est-ce qu'il fait? La définition d'un marqueur. C'est-à-dire, pour répondre à votre question, est-ce que le facteur rhumatoïde est présent uniquement dans une entité clinique bien précise? Pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on doit poser notre question? Qu'est-ce qui définit un biomarqueur? Comment utiliser une molécule comme biomarqueur d'une maladie? Un biomarqueur diagnostique ou pronostic. Donc, un sujet sain. Voilà, la concentration, la finit. Donc, il y a la concentration. Ça, c'est le seuil. Un sujet sain peut avoir un anticorps, donc au-dessous d'un certain seuil, et quand ça dépasse un certain seuil, qui devient, c'est-à-dire qui peut obtenir une valeur prédictive, positive ou négative. Oui. Donc on revient à la définition de base qui est, c'est quoi un biomarqueur? Est-ce que c'est clair? Donc est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Et en immuno, il y a beaucoup de modèles. Par exemple, dans la moelle osseuse, ou bien dans le ticus par exemple, il y a plusieurs lymphocytes T. Il y a le lymphocyte T ATC à l'alpha-bêta. Il y a d'autres types de lymphocytes T. Comment ça se fait que le cellulaire a choisi cette cellule elle-même, cette cellule par exemple, dans le ticus? Une cellule va vers alpha-bêta, un TCR alpha-bêta ou un TCR gamma-delta. Il y a deux théories. Il y a, donc ça c'est un exemple, et dans le système immunitaire, comme un système immunitaire choisit un algorithme plutôt qu'un autre, il y a deux théories. Il y a la théorie que l'on appelle la théorie stochastique et la théorie de la force du signal. Stochastique, c'est-à-dire par hasard, at random, en English, random, par hasard. Et force du signal, c'est-à-dire ce qu'elle a reçu comme signal, et si ce signal est fort, on va se différencier vers une cellule très forte. Et l'alpha-bêta est très fort que le gamma. Ok? On va voir par la suite, quand on va avancer dans le cours, que le cellule immunitaire est très beau à l'intérieur. On va plonger à partir de machin-là, on va plonger à l'intérieur du cellule immunitaire, il est très très beau. Il est sophistiqué, il est complet, il n'y a pas d'erreur, et il est très simple, comme vous voyez. C'est très simple. C'est-à-dire, si on ne comprend pas quelque chose en immuno, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est compliqué en immuno. L'immuno est très très simple. Il suffit d'aller mollo. C'est pour ça qu'on est en train de finir le cours, pour vous donner, pour refaire le cours, etc. Ok? À minuit, à 1h, etc. Okay? C'est ça de. Est-ce que je peux effacer la première partie des modèles? Les modèles théoriques. On va passer à la deuxième modèle. Il est en train de jouer? Oui. Excellent. Donc, on profite. Ouais. Donc, le deuxième modèle, comment on utilise les militaires? Donc, ça, c'est le premier modèle. Donc, j'espère qu'on vous a influencé. Ce n'est pas par tâtonnement. Maintenant, on devient un peu plus scientifique, n'est-ce pas? C'est bien, non? On avance. C'est ça le but
du développement personnel. Le développement personnel, que ce soit à la fac, avec son mari, dans n'importe quel endroit, il faut que chaque minute qu'on passe, il faut qu'on avance. Que ce soit sur le plan scientifique, social, émotionnel, je ne sais pas quoi. Mais il faut avancer, il faut toujours avancer. Et c'est ça le développement personnel. Il ne faut pas perdre du temps comme ça. Ah, je vais assister au cours, ensuite je vais réviser. Non, c'est dans le cours qu'on